je ne vous ai pas préparé de jolis diaporamas, puisque mon intervention est surtout dans le but de témoigner. J'avais prévu de témoigner sans lire, mais même si j'avais déjà vu le docteur Saravan dans d'autres colloques et d'autres conférences, j'avais jamais vu le film. Et le film pourrait résumer mon quotidien, le premier film que vous avez vu. Alors, pas au point d'avoir des vitres cassées à la maison, mais on a vécu ça pendant plusieurs mois. Et donc forcément, ça passe de revoir ça, même si aujourd'hui on en est un peu éloigné. Donc je vais préférer, finalement, j'ai bien fait de prendre mes notes, et je vais certainement lire ce que j'avais préparé. Donc je suis Sabine, maman de Gaëlle, qui a 18 ans aujourd'hui et qui est porteuse du syndrome de Rett, qui est une maladie qui est plutôt mise dans le champ du polyhandicap, mais comme on fait les choses pas comme les autres à la maison, on est plus du coup dans le champ de l'autisme, pour une jeune fille qui est syndrome de Rett. Ce soir, j'interviens pour vous faire part de notre vécu, de la prise en charge de la douleur et des troubles du comportement qui peuvent en découler chez les personnes en situation de handicap. À travers mon témoignage, c'est la voix de nombreuses familles que vous entendrez. Familles que je rencontre soit dans ma vie personnelle, quand j'accompagne Gaëlle, mais également dans ma vie associative, puisque je suis la fondatrice de l'association Une si belle différence, ou ma vie professionnelle, car je suis éducatrice spécialisée. Je tiens à dire que mes propos ne sont pas là pour juger, accuser ou mettre en cause qui que ce soit. Mais je ne peux pas dire que tout va bien. Mes propos sont l'expression de mon vécu et celui de nombreuses familles. Ce que j'évoque ici devant vous ce soir, je l'évoque sans aucune gêne, car que ce soit avec ma casquette de maman, de responsable associative ou de professionnelle, j'ai toujours interpellé directement les professionnels, avec parfois un manque de diplomatie. Ça, je veux bien qu'on me... Il n'y a pas de souci, on peut me faire ce reproche-là. Mais toujours avec l'envie de faire bouger les choses et en essayant d'être une actrice constructive. C'est d'ailleurs pour ça que ce soit personnellement ou par le biais de l'association, on est investi dans beaucoup de commissions et différentes instances pour essayer de faire bouger les choses à différents niveaux. Je pourrais vous raconter beaucoup d'événements liés à la douleur, mais un des plus marquants date d'il y a un peu plus de 4 ans. Gaëlle a commencé à montrer des difficultés lorsqu'on voulait lui brosser les dents, nous retirant la main, faisant des mimiques. J'ai donc décidé d'aller consulter un dentiste. Malheureusement, nous venions de déménager et il a fallu dans un premier temps refaire tout le travail de découverte d'un nouveau lieu, d'un nouveau praticien. Heureusement, depuis qu'elle était petite, nous avions travaillé sur l'installation dans un fauteuil de dentiste, découvert des instruments, etc. Malgré la nouveauté et le stress qui en découlait, nous arrivions à chaque fois à ce qu'il regarde ses dents. Même si ce n'était que quelques secondes. Madame, pas de souci, elle a de belles dents, pas de caries, on voit même qu'il y a un bon brossage. J'avoue, ça me faisait du bien d'entendre, on reconnaissait le travail que ça demandait. Mais la gêne était de plus en plus présente, commençant même à la gêner lors de la mastication, des troubles du comportement de plus en plus fréquents, sans qu'on ne puisse trouver une explication si ce n'était celle de la souffrance. Alors juste pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui se cache quand je parle de troubles du comportement, pour Gaëlle en était à un stade d'automutilation. Et ça, c'est ce qu'elle se fait quand elle s'automutile. En fait, elle se tape la main sur les dents. Donc bien sûr, on a trouvé une parade, hein, on lui met des gants, mais on n'arrive pas toujours à arriver à temps et à lui enfiler. Et puis maintenant, avec le temps, elle a su aussi trouver le moyen de les enlever. Et ça, j'ai envie de dire que c'est les blessures, j'ai vu pire. On a pu voir des fois jusqu'à l'os, quand elle vraiment animait du sien. Donc, vu les troubles du comportement qui ont augmenté, j'insiste. Je retourne le voir, lui explique, lui fais part de mes observations. Tout va bien, madame. Pour une enfant handicapée, elle a de bonnes dents. Là, c'est moi qui serre les dents. Les semaines passent, les troubles augmentent. Je me décide à me transformer en dentiste. Entre autres, puisque s'il y a des parents dans la salle, vous savez qu'on porte de multiples casquettes. Donc là, ce coup-ci, j'étais dentiste. Et explorer moi-même la bouche de ma fille, et là je découvre que 2 de ses molaires, ont poussé ou poussent de travers. Je reprends donc rendez-vous, persuadée d'avoir trouvé l'origine de la souffrance. Là encore, le dentiste ne m'écoute pas. Oui, en effet, elles sont de travers, mais ça ne semble pas la gêner.
Et puis faire des soins à des enfants comme ça, c'est compliqué. Regardez, elle ne souffre pas. Je peux mettre mes doigts dans sa bouche. J'avoue avoir très fortement eu envie que Gaëlle lui montre à quel point elle avait une bonne dentition. Ma décision est prise. Il ne nous reverra plus. Il y a un souci dans la bouche de ma fille, il faut que quelqu'un m'écoute. Là commence de nouveau le parcours du combattant pour trouver des praticiens qui acceptent de la voir, car tous les praticiens ne reçoivent pas les enfants en situation de handicap. Je cherche même des services spécialisés, prévoyant qu'il faudra peut-être intervenir, et dans ce cas, il faut qu'ils soient équipés. Entre les refus et les attentes de plusieurs mois, je suis désespérée. Les troubles du comportement explosent. Et là, à cette période-là, ce que vous avez vu dans la vidéo, c'est ce qu'on vivait au quotidien. J'ai même eu à mettre ma fille sous la douche froide pour la calmer. Elle peut réduire en bouillie un gant de type, voilà, ça c'est les gants qu'on lui met pour la protéger, qui sont des gants de karaté donc qui lui laissent quand même les doigts libres et qui sont rembourrés sur le dessus puisque son réflexe c'est de se taper le dos de la main. Elle pouvait mettre en bouillie un gant, voire 2 par jour sur cette période-là. Son alimentation se dégrade. On doit lui couper ses aliments en tout petits morceaux pour qu'elle mange. Je vois mon enfant souffrir et personne ne m'écoute. Je suis désespérée et épuisée de vivre au quotidien ces troubles. C'est à force d'en parler autour de moi qu'une de mes amies m'envoie chez une pédodontiste. Gaëlle était en panique complète. Nouveau lieu, nouvelle personne. Elle l'a rassurée en lui parlant doucement, installée sur le siège de dentiste et en lui massant la mâchoire. Elle me demande de lui expliquer les crises. Je lui explique pourquoi nous sommes là et lui décris toutes les crises. Juste après, elle me dit « D'après les crises que vous me décrivez, c'est des douleurs de dents de sagesse. Il faut faire une radio. » Comble de chance, il y a un cabinet de radiologie juste en dessous. Elle appelle, on y va de suite. On est accueilli avec beaucoup de bienveillance et on arrive à obtenir une radio à peu près visible. Parce que bien sûr, la radio n'était pas prévue au programme et Gaëlle n'était pas forcément très coopérante. On est accueilli... Pardon. On remonte et là, elle m'annonce, elle a ses 4 dents de sagesse qui poussent et qui n'ont pas la place de sortir. Elle doit souffrir de façon importante. Je suis partagée entre soulagement, colère et culpabilité. Certaines d'entre vous se disent peut-être pourquoi elle n'a pas été voir Andidan. Service bien connu. Mon expérience personnelle avec Andidan n'est pas vraiment heureuse. Une équipe du bus Andidan, qui était intervenue à l'époque dans un établissement où Gaëlle était accueillie, a réduit à néant tout le travail de sécurisation que j'avais fait avec elle, en la maintenant à 3 sur le siège pour lui regarder la bouche. J'ai mis des mois pour qu'elle cesse d'avoir peur et qu'elle se mette à hurler à la simple vue d'un abaisse-langue. Mais ce n'est que mon expérience. Dans un temps plus proche, je pourrais aussi vous parler de ces troubles digestifs. On est en plein dedans, pour lesquels je me bats encore bien seule pour qu'ils soient reconnus, pris en considération et surtout pour trouver des solutions pour qu'on puisse les faire cesser ou en tout cas les amoindrir. Là encore, c'est les troubles du comportement qui nous ont alertés, mais pour trouver la cause a été beaucoup plus long et d'autres paramètres émotionnels se sont greffés. Mais grâce à son outil de communication, elle nous a peu à peu orientés. Ma fille est dyscommunicante. C'est accompagné par notre médecin traitant que nous avançons. Car au niveau de son établissement, j'ai eu beau interpeller sur les troubles du comportement pour avoir une aide, je n'ai eu aucun soutien. Je pourrais aussi vous raconter l'histoire d'Elsa, qui est une autre jeune fille porteuse du syndrome de Rett et de sa maman. Dans quelques jours, elle partira en Espagne, pour qu'Elsa puisse avoir un IRM du genou. Oui, elles iront en Espagne. Cela fait des mois que Elsa a des soucis au genou. Elle se fait régulièrement des luxations, qui entraînent des épanchements et de fortes douleurs. Depuis 3 semaines, Elsa refuse de marcher tellement elle est douloureuse. À savoir que dans le syndrome de Rett, quand on a des jeunes filles qui marchent, on fait tout pour préserver la marche, puisque dans l'évolution de la maladie, ça peut être une des premières choses qu'elles perdent. Donc Elsa ne marche plus depuis 3 semaines tellement elle est douloureuse. Elle et sa maman enchaînent les rendez-vous qui les renvoient sur un autre rendez-vous. La semaine dernière, un médecin se décide à demander un IRM en urgence. Et il avait bien spécifié en urgence. On leur a proposé le 21 juin.
Ce n'est ni tenable ni acceptable pour Christelle, sa maman, qui a pris la décision de partir en Espagne. Elle a un rendez-vous la semaine prochaine. Un paramètre supplémentaire s'est rajouté et augmente la difficulté. Aujourd'hui, Gaëlle a basculé dans ce qu'on appelle le monde des adultes pour la prise en charge. Ce qui veut dire qu'on doit tout reprendre à zéro, car les professionnels qui la suivaient jusqu'à présent passent la main. Pour le moment, j'ai le sentiment que le parcours médical va être encore plus compliqué que quand elle était enfant. Dans le cadre de ces troubles digestifs, on a été aussi à la consultation spécialisée handicap de Marseille. J'y avais mis beaucoup d'espoir. Étiquetée spécialisée handicap, j'y attendais un accueil qui était adéquat. J'ai eu un questionnaire qui m'a fait beaucoup espérer. On a préparé notre arrivée. On m'a demandé si elle avait des particularités. Et en effet, Gaëlle a très peur des blouses blanches. C'était précisé. Quand on est arrivé, les médecins ont enlevé les blouses. Le trajet a été très compliqué puisque Gaëlle était dans sa période de fort trouble. J'ai quasiment dû la ceinturer sur tout le trajet en taxi de la maison à Marseille. Arrivée là-bas, elle se détend. Elle voit l'hôpital, elle n'est pas très fan, mais elle est avec moi, ça va. On est entré dans le service. Même moi, je me suis arrêtée net. Le service faisait peur. Elle m'a regardée et là, j'ai dit, je vais passer une mauvaise journée. Ça n'a pas loupé. On a passé une journée où elle a démonté la chambre toute la journée. Elle a hurlé. On y a été avec l'espoir de voir plusieurs médecins sur un même rendez-vous. Donc on voyait un neurologue, un gastro et une dentiste, puisque je reste persuadée qu'il y a des soucis dans sa bouche. Aucun de ces médecins ne l'a auscultée. Aucun. Le dentiste m'a juste demandé de lui ouvrir la bouche, il n'a pas risqué d'y mettre les doigts. J'ai eu la même réponse que d'habitude, elle a des belles dents, je suis ravie. Le neuro ne m'a apporté aucune solution quant à ses troubles du sommeil qui à l'époque étaient très importants, puisque dès 2 h du matin elle était debout. Ni par rapport à son épilepsie qui me questionnait. Et pour le gastro, je suis quand même arrivée avec des examens que j'avais fait en amont, qui marquaient bien qu'elle avait une bactérie dans les intestins. Je lui parle de ses problèmes de transit, je lui parle de tout ça. Donc le gastro, je l'ai vu pendant qu'on prenait le repas, que j'essayais de faire avaler quelque chose à Gaëlle entre 2 hurlements. Il était là debout et en fait il fallait que je gère ma fille qui était en plein trouble, que je lui donne à manger et en même temps que je réponde au questionnaire du gastro. Voilà, ça a été... J'ai jamais... alors, on n'a pas vécu des choses simples, mais je ne me suis jamais sentie aussi seule de toute ma vie, alors que j'étais au sein d'un hôpital et au sein d'une consultation soi-disant spécialisée. Alors tout ce que je vous dis sans aucun problème, puisque je me suis permise de faire un mail au directeur suite à ce rendez-vous. Et juste dans l'après-midi, j'ai vu un médecin rentrer et déposer un médicament sur la table. Alors, avec le temps, j'ai appris à avoir de l'humour, ce qu'on appelle l'humour noir. Et en fait, quand je lis sur la plaquette, je vois marqué Temesta. Donc j'ai demandé si c'était pour moi ou si c'était pour ma fille. Et en fait, le médecin me dit non, mais il faudrait qu'on fasse une prise de sang. Donc leur solution, c'était de shooter ma fille pour essayer d'avoir une prise de sang. Bien sûr, j'ai dit pourquoi pas, au point où on en est, ça calmera peut-être sur le retour. Le Temesta n'a strictement rien fait. Elle a continué à démonter la chambre. Ils ont été à 4 pour arriver à lui faire une prise de sang. On a fait le retour. Elle a continué à démonter le taxi. Ça va que c'est des taxis qui nous connaissent et qui ont été très bienveillants et qui étaient désespérés de l'avoir dans cet état parce que c'était une des premières fois qu'ils la voyaient dans des troubles aussi importants. Par contre, le Temesta a très bien fait effet, mais le lendemain, ma fille ne pouvait plus tenir debout. Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut vivre en consultation spécialisée. En tout cas, moi c'est ce que j'ai vécu. Avec 18 ans d'expérience et de recul, je dirais que je ferai ce constat. C'est qu'il est très important, comme on a pu l'entendre, de préparer les enfants et les adultes aux différentes consultations le plus tôt possible, même si cela ne sera pas utile. Aujourd'hui, si je n'avais pas travaillé les outils
liées au dentiste et tout ça, je pense que personne ne pourrait mettre quoi que ce soit dans la bouche de ma fille. Elle se serait jamais assise sur un fauteuil de dentiste. Et à l'époque, j'avais trouvé un dentiste qui était génial parce qu'en passant, on faisait un coucou. Et pendant des mois, on est passé, on a fait juste un coucou avant qu'elle accepte juste de s'asseoir dans le siège. Deuxième chose, et ça c'est vraiment nous quelque chose sur lequel en ce moment on axe énormément, c'est offrir un système de communication robuste aux enfants et aux adultes, afin qu'ils puissent exprimer leurs mots, leurs sentiments et nous guider dans leur accompagnement. À mon sens, c'est indispensable. Sans cet outil de communication, la dernière fois, je n'aurais pas vu que ma fille avait de nouveau un trouble du comportement, mais simplement parce qu'elle avait mal au pied. Elle a pu me dire quelque chose ne va pas, j'ai mal, et elle m'a montré le pied. Et en effet, en regardant son pied d'un peu plus près, elle avait un bleu sur le dessus du pied que je n'avais pas vu du tout, et qui serait passé complètement à l'as, et elle aurait fait un trouble du comportement et on n'aurait pas compris pourquoi. Soignants, pour les soignants et les professionnels, je sais que vous êtes nombreux, puisque j'en connais certains qui sont dans la salle, je vous demanderai de vous interroger systématiquement lorsqu'il y a un trouble du comportement. Demandez-vous s'il y a une souffrance physique, sensorielle, avant d'essayer de faire disparaître le trouble. Parce que peut-être que le trouble, en effet, vous arriverez à le faire disparaître avec, comme disait le docteur Saravan, avec les millefeuilles. La souffrance, elle sera toujours là. Donc oui, on aura un enfant shooté qui ne bougera plus. Par contre, la souffrance et la maladie, selon ce qu'il a, ça continuera à avancer. Pour les familles, je dirais qu'il faudrait travailler avec les professionnels. Moi, c'est ce que j'essaye de faire, même si des fois je le fais un peu de façon abrupte, qui accompagne et qui soigne vos enfants. Impliquez-vous dans la vie des établissements et de leurs instances. Croyez à votre place d'expert de votre enfant. Personne ne connaît votre enfant mieux que vous. Et les professionnels, il faut qu'ils vous écoutent, même si il faut le dire des fois en criant. Je conclurai en disant aux professionnels, et ça, j'avais prévu un petit PowerPoint avec les phrases qui ont traversé ma vie et qui sont encore très vives dans ma mémoire. J'ai une fille qui est dyscommunicante. Par contre, je peux vous assurer qu'elle comprend très bien. Et je l'ai vue plusieurs fois, soit partir en trouble, soit se mettre à pleurer, soit complètement se renfermer en fonction de ce que les gens disaient. Ou pire, quand on parlait d'elle, elle était là à côté, mais elle, on ne la prend pas en considération. Et moi, la première. Très souvent, on ne fait pas attention, on parle des choses et elle est là à côté. Et les impliquer, quand on parle d'eux, quand on fait des choix pour eux, je pense qu'ils subissent déjà assez leur maladie et leur handicap. Donc s'ils pouvaient au moins s'exprimer. Donc voilà, professionnels, faites attention à vos dires, vos écrits, vos attitudes. Ils peuvent être d'une violence sans nom pour les familles et pour les personnes que vous accueillez. Famille, et je dirais aussi aux familles ou aux professionnels, la communication, c'est la clé. Même avec des personnes non verbales, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de mots qui sortent de leur bouche qu'elles ne communiquent pas, qu'elles ne comprennent pas. Merci.